Il se trouve que Génération Identitaire est très efficace en tant que lobby anti-immigration. Moi, je suis venu dire ici à Poissy qu'il ne faut rien laisser passer en République. J'étais pas en sécurité dans mon établissement. Via mes cheveux, via ma couleur de peau, de rendre tout ça positif. Depuis que j'ai 16 ans, je suis attaquée sur ma musique, ma voix, ma façon de parler. Incertitude qui pèse sur l'avenir de notre propre pays. Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes jeudi 25 mars. Merci de me suivre, merci pour tous les commentaires sur la précédente vidéo. Je vais y revenir tout de suite, je vais répondre à quelques questions concernant les histoires de partis, Rassemblement National, Debout la France, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça. Bon, je vais essayer de vous réexpliquer encore avec quelques preuves à l'appui. Ce que je tenais tout de suite à vous dire, c'est que aujourd'hui, on va peut-être vous obliger à avoir le passeport sanitaire. Je vous explique. La Commission européenne est pressée. Elle a demandé aux responsables des groupes politiques d'inscrire des règlements à l'ordre du jour de la prochaine assemblée plénière du Parlement européen pour être votés sans amendement et sans qu'ils soient discutés en commission, comme cela devrait être normalement, ça se discute quand même des lois. Il y a un projet de passeport sanitaire qui est porté par la Commission européenne. Voilà. Donc on va voter sans débat ni amendement ce jeudi 25 mars entre 11h et 12h15 au Parlement. Voilà. Donc vous voyez, petit à petit, on vous fait rentrer dans l'entonnoir. Il y aura un passeport sanitaire, mais ce n'est pas obligatoire. Je vais prendre l'avion. Ah, vous n'avez pas le passeport? Ah ben monsieur, on ne peut pas. Vous voulez aller dans un concert? Vous avez votre code barre, votre QR code? Non. Ah ben monsieur, vous comprenez. Voilà. C'est ce que je voulais préciser tout de suite pendant qu'il y a le maximum de personnes. On continue de vous entuber. Bien. Alors, je vais revenir à ma précédente vidéo concernant éventuellement mon départ de Debout la France et le fait que je suis maintenant à l'Avenir français. Les idées sont pratiquement les mêmes à 95%. Après, c'est simplement une question de tactique, de stratégie. Avoir raison et être peut-être une très très bonne personne, mais être tout seul dans son coin, n'avoir pas les moyens de se faire plus connaître, n'avoir pas un soutien aussi financier, fait que c'est la loi des médias, les médias appartiennent aux milliardaires et voilà. Il y a des gens qui sont naturellement très très connus parce qu'ils représentent un parti connu depuis longtemps, qui porte un nom qui est plus ou moins haï ou apprécié par certains, peu importe. Il y a des gens qui, sans présenter de programme, ont déjà 20 points d'avance. C'est un fait. Alors, soit on se dit Philippot d'un côté, Asselineau de l'autre, Dupont-Aignan, voilà, Jean-Frédéric Poisson, ok. Et alors, au total, faites le total des troupes, on est quoi? Les autres, là, les petits, on les en met 1,5, 2, Philippot. Il est bien gentil, moi j'aime bien, quand il fait ses vidéos, je regarde... j'ai pas trop le temps, mais j'essaye de regarder ou d'écouter, je le passe quand je suis en voiture et j'écoute ses arguments sur les vaccins et tout. Bon, premièrement, pour se faire connaître, il faut quand même avoir la tactique. Il vogue un peu sur il surfe sur le mécontentement, les anti-vaccins, etc., etc. Alors, je ne suis pas sûr que dans son propos, tout est à prendre en compte et tout est bon à 100%. Bon. Mais peu importe, c'est très très bien d'éveiller les gens et de leur dire voilà, il y a ça, ça va pas. On est bien d'accord. Monsieur Asselineau dit souvent d'excellentes choses. Après, le Frexit, vous m'avez posé des questions. Oui, le Frexit, mais on ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Et puis de toute façon, les Français ne veulent pas, ils ont peur. Ils ont peur pour leur retraite, etc. Les retraites, on va leur prendre sur leur compte en banque et on leur dira c'est la dette Covid. Ma pauvre dame, vous avez plus de 10 000 euros sur votre compte, et ben on va en prendre un petit peu, vous comprenez, il faut être solidaire, et puis les vieux, ils ont de l'argent, et puis voilà. Enfin bon, un moment, vous prendra vos sous, ils trouveront bien un moyen. Voilà, c'est
c'est ainsi. Alors bon, moi j'explique. Alors j'ai eu des messages très virulents, l'air de dire j'étais un traître, un menteur, etc., etc. Alors je vais vous dire. Et puis j'ai des gens qui suite à mes publications, eux sont pour Nicolas, mais moi, madame, monsieur, pendant 6 ans, haut et fort, j'ai partagé Nicolas Dupont-Aignan. Tous les jours, j'en parlais. Tous les jours, je publiais. Alors, je vais vous mettre quelques photos à la fin de cette première partie. Et en 2017, seul avec mon suppléant, j'ai représenté Nicolas Dupont-Aignan sur 5 municipalités, sur 5 communes. Ça s'appelle la 14e circonscription du Rhône, avec notamment Saint-Fond, Saint-Priest et Vénissieux, les Minguettes. Alors, je vais vous mettre 2-3 photos. Quand vous, en plein ramadan, quand vous mettez des affiches de Nicolas Dupont-Aignan ou de moi-même, parce que je l'ai représenté un mois plus tard aux législatives, hein, c'est-à-dire ça, vous voyez, ça c'était Bibi, ça, hein, d'accord ? Ça m'a coûté plus de 2000 € avec les affiches, d'accord ? Moi, j'ai donné. Hein. Quand vous rentrez à 10h, 11h du soir et que votre femme vous dit à cette heure-ci que tu rentres, eh oui, j'étais aux Minguettes. Hein, et on a collé aux Minguettes. Hein. Je vous dis, on ne traînait pas. Hein, mais vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de panneaux. Et puis, vous devez assurer le collage. Quand vous n'avez pas les moyens, un petit parti, vous collez vous-même sur tous les panneaux officiels, il faut le savoir. Hein. C'est-à-dire que vous avez une quinzaine d'écoles, écoles maternelles, écoles primaires, avec les panneaux qui sont déployés, et vous avez, je ne sais plus quel numéro j'avais, moi, le 13, le 14, enfin, bref, vous avez une case qui vous est attribuée. Alors déjà, souvent, il y a des collègues, des opposants politiques qui vont coller sur votre place. Hein. Bon, donc vous occupez votre place, vous collez votre affiche, dans la légalité, bien entendu. Et il faut déjà connaître le secteur, savoir tous les établissements scolaires, faire une liste, tourner, retourner. Il y a une primaire d'un côté, il y a une maternelle de là, il faut y aller là, il faut aller là, il faut aller coller, etc. Ça en prend du temps et de l'investissement. Et après, vous avez tous les affichages plus ou moins autorisés, un peu sauvages, et puis vous avez des panneaux d'affichage réservés aux associations, etc. Donc un parti politique, c'est une association, il peut coller. Et puis vous avez les affichages sauvages sur les piles de ponts, à l'entrée d'autoroute, vous voyez, des choses comme ça. Et il faut le faire. Alors les gens qui sont dans un fauteuil de leur ordinateur, qui disent « Ah, M. Muller, vous n'êtes plus avec Nicolas Dupont-Aignan ?» Oh, moi j'ai donné. Je vais vous mettre la dernière photo que vous aurez. Ça, c'est de 2019. Quand vous allez coller « Stop au retour des djihadistes », hein, avec un barbu sanguinaire, avec un couteau, vous allez voir la photo, vous allez coller ça à Vénissieux, eh bien, allez-y. Hein, allez-y, attrape, allez coller des affiches comme ça. Vous allez voir si vous n'allez pas rentrer à 4 pattes. Hein? Voilà. Alors, si vous voulez les donneurs de leçons, j'en ai pas besoin. J'essaye d'avoir une approche constructive. Moi, j'ai des gens qui m'ont appelé de Debout la France. Voilà. Alors, il y a des gens qui sont un peu plus fermés. Mais voyez, je dirais même pas du mal d'eux. Ils sont fermés, ils sont restés dans leur truc. Moi, j'essaye d'être un petit peu plus éveillé. J'essaye de trouver une solution. C'est tout. On est à 1 an. J'ai pas dit que c'est fantastique, que c'est ma candidate idéale, que ouais, super, c'est Dieu qui vient sur Terre. Non, je fais en fonction des chiffres, etc. L'essentiel, c'est d'arriver au pouvoir, de virer Macron. Après, il y a un programme qui se met en place. Il y a des élections législatives, il y aura des députés. Il y aura des députés, peut-être il y aura des députés DLF qui se rejoindront à nous, il y aura des députés l'Avenir français, des députés Droite populaire, des députés Rassemblement national, des députés de M. Jean-Frédéric Poisson, du CNIP. Voilà. Après, on pourra dire, voilà, réforme du code de la nationalité. On ne va pas dire à n'importe qui arrive, qui pond un œuf, l'œuf il est français. Attendez, la nationalité française, elle ne s'obtient pas comme ça. Hop, j'arrive, je fais un petit, j'accouche, il est français, du coup il est français, donc moi je suis obligé de rester en France parce que mon fils est français. Non mais attendez, c'est la porte ouverte à tous les abus. Vous voyez ben justement, ce matin j'entendais sur Europe 1, ils veulent réformer la nationalité, même les Anglais. Hein. Donc refus, on va réduire fortement le droit d'asile, qui sera temporaire. Et évidemment, il y aura un léger petit droit d'asile pour certains, et encore, mais pas de regroupement familial, bien entendu.
et pas de prestations sociales. Ok? Et nous, on arrose. Et nous, on paye. Allez au bureau, là, vous aurez droit à ci. Vous allez à l'autre bureau, où on va vous redonner encore des sous. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein. Moi, j'ai aucune animosité. J'ai eu l'occasion de discuter avec des gens. Oui, quand j'ai fait ma campagne, et ben tiens, je vais tout de suite y venir. Quand j'ai fait ma campagne des législatives, j'ai été reçu par le journal de Vénissieux, tenu par la mairie communiste. Et figurez-vous que j'ai été très très bien accueilli. J'aurais même téléphoné pour leur dire qu'ils avaient été respectueux. Oui, c'est dingue. Ils avaient été respectueux dans la mesure, le journaliste qui m'interviewait, en plus, bon, moi j'étais quand même quelqu'un de relativement débutant dans cette partie, parce que nous on n'est pas dans un parti où on vous paye des cours de formation pour vous apprendre à parler en public, les thèmes, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, etc. Moi je suis quelqu'un de franc, de naturel, et voilà. Des bonnes idées peut y en avoir partout, et puis je le reconnais. Mais pour qu'une économie marche, il faut qu'il y ait des entreprises. Quand on vend des entreprises aux Américains, et qu'eux gardent des brevets et ensuite ferment des usines, comme ça se voit encore avec Alstom, qui ferme des usines à Belfort, à Saint-Priest, à Villeurbanne, malgré les promesses d'embauche, vous voyez, faites par Macron, on est d'accord? Voilà, des tas de choses comme ça, pareil, Nokia, Thomson, en téléphonie, oh oui, on va faire un géant européen. Il est où le géant européen? On vire 400-500 personnes, là, chez Alcatel? Non, mais attendez, voilà. Donc, ce langage, il peut être tenu aussi par des gens communistes ou Rassemblement National, etc. Même des LR. Mais des LR, le problème, les Républicains, certains peuvent tenir un langage comme le mien, mais ils votent tout à Bruxelles, pratiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Expliquez-moi, en France, on donne des subventions, du CECE à des entreprises qui, quelques mois après avoir reçu les sous, ferment, et qui parfois touchent des subventions de l'Europe pour aller ouvrir des usines à l'Est, en Pologne. Ça s'est vu, je crois, récemment avec un fabricant de pneus. Je ne pourrais plus vous dire si c'est Dunlop ou un autre, mais voilà. Mais on a des encouragements de Bruxelles, de l'Europe, pour fermer des usines et aller en ouvrir pour participer à l'industrialisation des pays de l'Est. Oui, mais à un moment, vous déshabillez Pierre pour habiller Paul. Et donc nous, nos gars au chômage, on fait une nouvelle usine avec des gens qui sont payés 2 fois ou 3 fois moins. Voilà. Et en plus, ils ont touché des subventions pour s'installer en Pologne. Voilà. Donc on continue cette politique de désindustrialisation de la France, du démantèlement des structures. On transfère même les activités administratives. Moi, j'ai un client qui occupe 2 étages dans une zone d'activité moderne. Ce sont uniquement les bureaux des administratifs. Et ben voilà. Il va avoir un étage. Voilà, ils ont déjà fermé une petite unité de fabrication qui était dans une autre commune à côté. Et par contre, au niveau, ce qu'on peut appeler le siège administratif, on ferme un étage. Déjà, tout le monde est pratiquement en télétravail. Et l'étage qui s'occupait de tout ce qui était comptabilité, facturation, va s'installer, je crois, à Prague. Voilà. Donc vous avez une vingtaine, une trentaine de personnes qui traitaient les factures clients, factures fournisseurs. Allez hop là, ça sera tout traité par Prague. Alors le jour où vous aurez un litige, ça va être compliqué. Il faut vraiment avoir une bonne maîtrise de l'anglais. Voilà. Sur ce, je vous passe quelques photos pour vous montrer ma carrière. Je veux dire, il y a des gens qui parlent. Franchement, quand vous avez le seau plein de colle et que vous allez et que vous surveillez derrière s'il n'y en a pas un qui va vous faire une crasse, et que parfois, 1 heure après, certains sont déjà passés venir recouvrir vos affiches, et que tous les jours, tous les 2 jours, vous allez sur les points de vote pour être sûr qu'il n'y a pas de graffiti sur les affiches de Nicolas Dupont-Aignan ou sur les miennes par la suite. C'était Bibi et j'avais fait une belle photo, là, j'étais fier comme Artaban. Non, vous voyez, je veux dire, c'est de l'implication. C'est pas, oh, il a été à droite, après il a été à gauche. Ah oui, non, mais... Vous savez, avant de faire une critique, il faut savoir ce que c'est. Il faut savoir ce que c'est. Et je ne vous dis pas tous les problèmes internes
dans une fédération, etc., etc. Les problèmes de personnes, des tas de problèmes, des problèmes matériaux, de transmission d'informations, voilà. Hein. Vous voyez, il y a des nouvelles affiches de Nicolas Dupont-Aignan. J'ai un collègue qui a collé sur la Loire ce week-end, il m'a envoyé des photos, j'ai découvert ces affiches. Ouais. J'ignorais qu'il y avait des nouvelles affiches pour Nicolas. Ma fédération ne m'a pas prévenu qu'il y avait des nouvelles affiches. Bon, bref. Voilà, c'est des histoires comme ça. Sur ce, donc, je vous passe ces quelques photos. Vous allez voir, surtout celle des djihadistes, elle est pas mal. Je me revois en train de coller ça à Vénissieux. On avait l'impression, quand on est rentré, qu'on avait fait un exploit, si vous voulez. Hein, mais bon. Allez, mais voyez, il y a eu de bons moments. Voilà, moi, je suis pas dans... Voilà, je veux dire, il y a d'excellents collègues qui me critiquent. Même critiquent, mais moi, je trouvais que c'était des excellents collègues. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être qu'un jour, on va tous se retrouver dans un an. Parce qu'à un moment, il faudra voter au deuxième tour. Et vous ferez quoi? Vous allez voter Macron? Non. Alors, bon, je vous laisse, je vous reprends dans 20 secondes, le temps d'apprécier, si vous voulez, mes ravissantes photos. Et heureusement qu'on a ces téléphones portables, ces mobiles, etc., qui vous permettent de prendre des selfies et tout, et de figer des instants de votre vie. Et quand vous les regardez, quelques années après, ça vous rappelle quand même de très bons souvenirs. Allez, à tout de suite. Merci. Me revoilà. Bien, vous avez apprécié les photos, tant mieux. Je reviens sur la crise. Je vais tâcher d'être bref. Rappelez-vous qu'au départ de la crise, on vous parlait du chiffre des morts. Simplement, on oubliait de vous dire qu'en temps normal, il y a presque 2000 morts par jour. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Il y a des naissances et il y a des décès. Le chiffre des morts baissait, donc on vous a effrayé en vous parlant du nombre de personnes qui étaient en réanimation. Et puis, parfois, elles pouvaient être en réanimation pour nettement autre chose, hein, des comorbidités importantes, mais elles étaient soi-disant positives au Covid, donc elles étaient en réanimation à cause du Covid, hein, même si la personne avait une insuffisance pulmonaire, cardiaque et des tas d'autres choses, mais bon, c'était le Covid. Ce chiffre des personnes en réanimation baissait, donc on vous a donné le chiffre des hospitalisations, toujours en mixant le vrai et le faux Covid. Parce que bon, malheureusement, les tests n'étaient pas hyper fiables. Et puis, comme ce chiffre baissait aussi, nous avons eu enfin des tests, et on a développé les tests, et donc, c'était une épidémie, hein, car des gens pas malades, mais qui ont côtoyé le virus, ou qui ont eu un autre virus de grippe, etc., ils étaient positifs. Donc, c'était donc des cas. Aujourd'hui, nous avons eu 5000 cas. 5000 cas. 5000 cas contacts des gens parce qu'on leur a mis un truc dans le nez, mais ce n'étaient pas des gens malades. C'est une maladie tellement effroyable qu'il faut mettre un coton-tige pour savoir si on a été contact, parce qu'on n'a aucun symptôme. Vous voyez? Sur 5000 personnes, il y avait peut-être 200, 300 personnes qui étaient vraiment malades. Les autres, c'était des cas contacts. Ils étaient plus. Voilà. Ma mère aussi était plus. Hein. Elle n'avait rien du tout. Voilà. Donc, c'était des cas contacts avec des tests très peu fiables. Hein. Et puis, pour vous... Là, c'était fantastique en début d'année. Donc, pour vous faire encore plus peur, on vous a dit... on a trouvé, il y a un variant. Et puis, après, c'était plus le variant, c'était un virus mutant qui est devenu hyper contagieux, puis hors de contrôle. Voilà. Et puis, maintenant, il y a le test salivaire pour les enfants. Alors, comme ça, on va trouver plein de personnes, hein, parce que vous aurez toujours un petit virus qui se trimballe et qui va polluer au niveau des tests. Savez-vous que 99,965% des personnes contaminées ont survécu? C'est-à-dire, même les gens qui ont vraiment eu le Covid, 99,965% des personnes ont survécu. Une mortalité de 0,035. Voilà. Hein. Et dans ces personnes qui sont décédées, il y avait quand même 95% de personnes âgées qui sont morts aux alentours de 82 ans. Et 82 ans, justement, c'est l'âge moyen de mortalité. Vous voyez, donc on ruine notre pays, nos vies, nos entreprises et commerces, et surtout, on supprime nos droits fondamentaux pour 0,035% de mortalité. Jamais dans notre histoire, nous avons eu de telles
désastre, manipulation lors des précédentes épidémies, hein. Autrement plus mortelles. Grippe espagnole, 1918, enfin qu'on a appelé grippe espagnole, mais qui n'avait rien à voir, mais bref. La grippe asiatique en 52, la grippe de Hong Kong en 68, la grippe aviaire en 97, oui. Il y avait quoi encore? En 2003, il y en avait une, il y avait H5N1, je crois. Il y avait un truc aussi en 2018. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, moi je le dis, d'autres le disent. Ok. Mais, quand vous avez même quelqu'un qui est au service du pouvoir, Monsieur Christophe Barbier, d'accord? Vous voyez? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ça doit être un moment de sincérité de la part de ce monsieur. L'angoisse a été organisée par l'administration et les pouvoirs politiques pour que les gens se tiennent à carreau, et cela a marché. Voilà. Hein. Donc, ancien élève de l'école normale supérieure, il a été directeur de l'Express, éditorialiste politique pour BFM. Voilà. Hein. Il dénonce les excès de la stratégie dans son dernier livre. Nous avons préféré la sécurité des vieux à l'avenir des jeunes. Humanisme ou aveuglement, cet arbitrage aux apparences altruistes dissimule la dictature d'une génération donnée. Voilà. L'épidémie cache aussi une guerre des générations. Voilà. Donc, ce pauvre Christophe Barbier, le conseiller média de Macron, dans un élan de sincérité, lâche le morceau. Dans son dernier livre, L'angoisse a été organisée par l'administration et le pouvoir politique pour que les gens se tiennent à carreau. Et ça a marché. Cette psychose collective a été organisée pour mettre un terme aux gilets jaunes et éviter l'explosion sociale. Le Covid a servi d'alibi à ce pouvoir assassin pour mettre en œuvre des mesures liberticides, les plus abjectes qu'un gouvernement pouvait décréter. L'urgence sanitaire a servi d'excuse aux pires crimes contre l'humanité, car nos anciens ont été euthanasiés et enterrés dans l'anonymat. Les familles ne pouvant même pas organiser de funérailles pour leur être chers, accusés d'être contaminés et contagieux. Et dangereux, bien entendu. C'est proprement dégueulasse. Il n'y a pas de mots pour décrire le dégoût qu'inspire ce pouvoir criminel, et il n'y a pas de mots pour décrire la rage que nous éprouvons tous. Chaque jour, nous apprenons que des plaintes ont été déposées par des avocats pour homicide volontaire, donc pour crime, pour assassinat. Le nombre de victimes de cette campagne de vaccination menée à marche forcée est hallucinant, et Macron ne pourra pas le dissimuler indéfiniment, car il est le principal responsable, le vrai coupable de cette boucherie de masse. Alors certains s'évertuent à dire que le virus est une arme biologique fabriquée en laboratoire et génétiquement modifiée pour l'opération. Donc l'opération Covid serait criminelle. Mais, quel qu'il en soit, c'est pour nous réduire au silence. Depuis le temps qu'on essaye d'alerter l'opinion publique, il y a tant d'autres journalistes indépendants, lanceurs d'alerte, il y a des personnes éveillées, des scientifiques. Vous avez bien vu des tas de professeurs qui parlaient, qui ont été blackboulés, des gens comme aussi le sénateur Kennedy, l'avocat Carlo Brusa, Fabrice Di Vizio, bon, il y a des tas d'autres, quoi. Alors, moi, je ne sais plus comment faire pour que tous ensemble nous réagissions enfin et mettions un terme à ce cauchemar. Moi, j'essaye de prendre, je prends des risques, vous voyez, j'essaye d'informer en fonction de mes ressentis, de ce que je peux savoir, voilà. Mais moi, j'ai rien à gagner, hein. J'ai rien à gagner, au contraire, je me fais critiquer, hein. Bon, et je perds du temps et de l'énergie, hein. Et je me rends malade, hein. Mais moi, j'ai peur, j'ai la conviction que le futur de mes enfants sera atroce si je ne fais rien. C'est surtout pour eux et pour tous les enfants de France qu'il faut manifester sa colère, son indignation, et voilà, et y aller, et prendre des positions, et pas se mouiller, et pas rester dans un anonymat, et derrière, tranquille, sur son ordinateur, et puis rester dans le consensus, hein. Si nous sommes des parents dignes, si nous sommes des êtres humains dignes de notre humanité, si nous sommes un peuple attaché à la liberté et à la dignité, nous, Français, et les autres, nous avons l'impérieux devoir de nous mobiliser, de nous unir et d'agir pour que ce pouvoir criminel soit d'abord stoppé et ensuite jugé dans un Nuremberg 2. C'est la raison aussi de ma démarche politique de dire qu'est-ce qu'on fait? Chacun il est dans son coin, il a sa petite vérité. Allez, on se met tous ensemble, on va tous tirer sur la corde.
et on prend le pouvoir. Et après on voit, de toute façon, on prépare un programme, bien entendu, qui recueille l'assentiment des Français. Un programme économique de souverainisme industriel, un programme de sécurité pour les Français, un programme sur l'abolition de la loi du sol. Voilà, quelques éléments déjà qui vont sécuriser les Français, remettre des budgets pour la santé et non pas réduire. On vous a supprimé des dizaines et des dizaines, je vais terminer là-dessus pour ne pas être trop long, mais la population augmente de plusieurs centaines de milliers de personnes chaque année. Nous avons 400 000 étrangers qui arrivent chaque année et qui se font soigner, souvent gratuitement. Nous avons de plus en plus, à cause du baby-boom, des personnes âgées qui arrivent au seuil fatidique des, allez, on va dire 75 ans, 80 ans. Donc, on en a plus, parce que c'est toutes les naissances de l'après-guerre. C'est statistique, c'est pas... Il n'y a rien de nouveau. Hein. Il y a eu beaucoup de naissances. Donc, tous ces gens qui sont nés à l'après-guerre, et ben maintenant, je veux dire, ils vont arriver dans la tranche des 75-80 ans, qui est l'âge un peu de l'âge moyen de décès de ces générations. Donc, ce sont des gens qui ont de plus en plus besoin de soins, d'attention. Et les grandes orientations politiques et économiques de Bruxelles nous disent « Oh, les Français, vous dépensez beaucoup trop d'argent pour les soins et il faut absolument réduire les lits. » Et depuis peut-être une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, on réduit de plus en plus le nombre d'hôpitaux et le nombre de lits d'hospitalisation. C'est tout. Voilà. Et ça date de, peut-être pas encore autant de Giscard, mais vous voyez, à partir de Mitterrand, après Mitterrand, voilà, 100 par-ci, 100 par-là. On nous disait, le Canard enchaîné, je crois que je vous en ai parlé, qu'on a trouvé encore le moyen de fermer 170 lits dans la région parisienne, des lits d'urgence, en pleine crise de Covid. Enfin, vous pouvez être de droite, de gauche, du centre, peu importe, mais c'est pas du bon sens. Moi, je prône du bon sens, c'est tout. Et puis l'argent est gratuit en ce moment. On distribue l'argent, les banques centrales, je ne sais pas où prennent cet argent, c'est complètement fictif, un jour ça va tous va se casser la gueule, mais ils prêtent de l'argent. Ils prêtent de l'argent et c'est même à des taux négatifs. Donc allons-y, faisons ce qu'il y a à faire, mettons en place des outils de production. Vous voyez, maintenant on est en train de vous parler, j'entendais ce matin, les fameux semi-conducteurs, les puces et tout, on en a tous besoin dans l'automobile, dans les mobiles, etc. Il y a encore une quinzaine d'années, je crois, que les États-Unis fabriquaient 35% des semi-conducteurs. Il y avait des grosses boîtes, vous voyez, qui faisaient des puces, ça dira aux anciens comme moi, Texas Instruments, il y avait des sociétés comme ça qui étaient leaders. Tout, maintenant, se fait en Chine, en Corée, ou je ne sais trop quoi. Les États-Unis ne fabriquent plus que 2% de semi-conducteurs. C'est quand même quelque chose qui est stratégique, aussi bien pour l'aéronautique, pour les avions de chasse, pour les hélicoptères, pour les chars, pour n'importe quoi, hein, pour nos ordinateurs et tout. On est dépendant à 100% de ces gens. Et là, maintenant, j'entends ce matin pareil, oui, l'Europe commence à dire, oui, il faudrait recréer une industrie du semi-conducteur, des semi-conducteurs en Europe, parce que si, parce que là. Mais bon sang, mais ça fait 10 ans qu'on le dit. Ça fait 10 ans qu'on voit des usines qui ferment et qu'on dit stop, 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 stop. Il faut garder quand même une part de production dans nos pays. Non. C'est tout. Et ces gens-là qui touchent 25 000 € par mois, si ce n'est plus, ils ne sont pas capables de penser. Ils sont là-bas à Strasbourg, hein, entourés de courtisans, de lobbyistes qui leur filent des enveloppes pour faire passer des lois pour que certains produits soient acceptés. Hein. Et puis le soir, c'est des parties fines, hein, comme on a pu le voir, avec des prostituées de luxe. Voilà quoi, ils passent leur temps, ces gens-là, hein, en partie. Hein, voilà. Mais ils ne font rien pour le peuple. Sur ce, je vous remercie en tous les cas. Ce qu'il faut, pour les gens qui font de la politique, c'est des gens qui s'engagent, hein, qui n'aient pas peur de parler, avec gentillesse, hein, avec gentillesse, voilà. Donc j'en appelle aux personnes de bonne volonté. S'ils ont besoin de moi, c'est un message appuyé à certaines personnes. Il y a bientôt des élections. Si vous avez besoin d'avoir des éléments, des gens
qui sont persuasifs, combatifs et sincères, eh ben moi je suis là pour défendre mes idées et les idées d'une France souveraine. À bon entendeur, salut, comprenne qui pourra. Nous sommes d'accord? Merci. Je vous remercie du temps passé ensemble, ça passe très très vite. Merci en tous les cas pour tous vos messages. Je ne peux pas plaire à tout le monde, j'essaie de faire comprendre mon sentiment, mais je peux comprendre aussi que vous ayez un autre sentiment. Nous n'avons pas le même parcours. Moi, j'ai été sur le terrain, alors ne jugez pas trop, parce que vous ne savez jamais tous les éléments de ce qui peut se passer à l'intérieur d'un parti, c'est tout. Je ne suis pas là pour dénigrer ni Pierre, ni Paul, ni Jacques. Voilà, j'essaie d'être positif. De toute façon, à un moment, au second tour, il faudra que tout le monde serre les poings et aille faire une action positive qui est de virer Macron et les mondialistes. C'est tout. J'espère avoir été clair et ne pas avoir des commentaires désobligeants et d'être obligé de réexpliquer. J'ai autre chose à faire. Il faut avancer, se battre sur des dossiers et pas être tout le temps dans la justification. Sur ce, voilà. Sinon, je serre la main fraternellement à toutes les personnes qui m'ont accompagné. C'est pas, vous voyez, je ne suis pas là à cracher dans la soupe. Hein. On est bien d'accord. Hein. Voilà. C'est simplement une question de stratégie. Mes idées n'ont pas changé. Simplement, à un moment, il faut prendre une certaine direction parce qu'il faut faire passer. Et puis, il faut être concret. C'est être concret. C'est tout. C'est ce qu'on appelle être pragmatique pour les gens qui parlent très très bien à l'ENA. Vous voyez? Voilà. La politique, il faut aussi être pragmatique. Sur ce, allez, je vous embrasse, je vous laisse, je vais vous saouler. Je vous remercie en tous les cas, et puis espérons un avenir plus radieux. Allez, portez-vous bien. À très bientôt. Merci. Au revoir.